OK, donc là, on va ajouter la demande agrégée à notre modèle OADA. Donc, offre agrégée, demande agrégée. Encore une fois, on a les axes OAP, donc niveau général des prix et production. OK, production. Et on va se demander la demande agrégée, le fameux C plus I plus G plus XN. Là. Quelle est sa relation entre la production et les prix? Alors, si on se trouve ici, OK, ici, et que le niveau de C plus I plus G plus XN est XN est un certain niveau. Donc, peu importe c'est quoi, ça c'est la demande agrégée. C'est la définition de la demande agrégée. Qu'est-ce qui a, donc, supposons en ce moment-là, à ce prix-là, à ce niveau général des prix-là, le niveau de demande agrégée est comme ça. Puis à partir de là, supposons que, je ne sais pas moi, on augmente les prix. OK, on augmente les prix. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on augmente les prix? Bien, les gens, les encaisses qu'ils ont, ce qu'on appelle l'effet d'encaisse, les consommateurs sont plus pauvres. Toutes choses égales par ailleurs, lorsque le prix augmente, ce qu'on a comme revenu, salaire et dans notre compte de banque, ça peut acheter moins de choses. Et donc, ça met des pressions à la baisse sur la consommation, n'est-ce pas? Lorsque les prix augmentent, la demande de monnaie pour régler des transactions, il en faut plus parce que les prix des choses ont augmenté. Et donc, la demande de monnaie augmente. Et donc, ça met des pressions, donc des hausses de prix. Ça diminue la consommation parce que les choses sont plus chères, tout simplement. Et donc, ce qu'on appelle l'effet d'encaisse. Maintenant, la hausse de prix, qu'est-ce que ça fait aussi? Bien, on a besoin de plus de monnaie pour régler les mêmes transactions qu'avant. Et donc, ça fait augmenter la demande de monnaie, ce qui fait augmenter les taux d'intérêt. Mais lorsque les taux d'intérêt augmentent, ça met des pressions à la baisse sur les investissements des entreprises. Donc, c'est plus, je ne sais pas moi, cher d'acheter de la machinerie, c'est plus cher de construire de l'immobilier parce qu'il faut que tu empruntes à des taux d'intérêt plus élevés, n'est-ce pas? Et finalement, lorsque les prix augmentent, le panier de consommation de notre économie devient plus cher sur les marchés mondiaux, toutes choses égales par ailleurs. Et puis si on devient plus cher, bien, on perd de la compétitivité sur les marchés mondiaux et on perd du XN. Et donc, ça va tout le temps dans le même sens, c'est-à-dire que lorsque les prix augmentent, la demande agrégée subit des pressions à la baisse. Donc, ils vont en sens opposé, remarquez. Et si les prix baissaient, bien, on aurait la même logique, mais dans l'autre sens, la demande agrégée serait boostée. Autrement dit, ils vont en sens opposé. La demande agrégée est à pente descendante. Okay? La demande agrégée est à pente descendante. C'est très important. Et donc, on a notre demande agrégée. Et qu'est-ce qui l'a fait bouger dans le plan, la demande agrégée? Alors ça, c'est la réflexion d'un modèle avec deux axes, là, comme ça. Donc, on a notre fameuse demande agrégée, comme ça. Donc, on a une demande agrégée à pente descendante, okay, comme ça. Et puis, on a vu pourquoi elle était à pente descendante. Donc, qu'est-ce qui fait bouger la demande agrégée finalement? Bien, c'est n'importe quelle variable à l'extérieur, donc autre que les axes, qui influence les variables qui la composent. Donc, par exemple, une politique monétaire expansionniste, ça a tendance à augmenter la demande agrégée, n'est-ce pas? Ça, c'est connu, là. Et donc, une baisse de taux d'intérêt, créer beaucoup de monnaie, tout ça. Donc, ça rend les taux d'intérêt plus bas, ça rend le crédit plus facile, ça augmente la liquidité disponible dans les marchés. Donc, ça va avoir tendance à augmenter I, à augmenter C même, à la consommation de crédit, et ça déprécie la devise parce qu'il y a plus de monnaie en circulation, et donc, ça stimule la demande agrégée. Donc, une politique monétaire expansionniste, ça fait ça. La même chose, donc, politique monétaire expansionniste, ça déplace la demande agrégée par là. Une politique fiscale ou budgétaire expansionniste, baisse de taxes, hausse de dépenses gouvernementales, ça déplace la demande agrégée vers la droite, vers plus de demandes, n'est-ce pas? Et des chocs externes, donc si tout le monde panique d'un coup puis se met à couper dans sa consommation ou bien couper dans l'investissement pour quelque raison que ce soit, ou bien une politique monétaire restrictive ou bien une politique budgétaire restrictive, ça déplace la demande agrégée vers la gauche. Okay? Donc, tout ce qui déprime la demande agrégée amène la demande agrégée vers la gauche. Donc, moins de demande agrégée pour tout niveau de prix, n'est-ce pas? Et tout ce qui accélère la demande agrégée, donc stimule la demande agrégée, ça fait plus de demande agrégée pour tout niveau de prix. Autrement dit, à ce prix-là, avant
quelque chose qui stimule la demande agrégée, bien, la demande agrégée était ici, c'est un certain chiffre. Et maintenant, à ce même niveau-là, il y a plus de demandes agrégées, donc on se déplace par là-bas. Okay? Et je peux répéter la même logique le long de la courbe. Et donc, il y a un déplacement vers la droite de la demande agrégée lorsqu'elle est stimulée. Et lorsqu'elle est déprimée, vers la gauche. Okay? Donc, c'est aussi simple que ça. C'est ça la demande agrégée. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Okay? Et on peut superposer par la suite les autres courbes pour comprendre l'effet des chocs sur les différentes variables macroéconomiques.